On te dit depuis toujours qu'avec le temps et l'expérience, ton syndrome de l'imposteur va diminuer. Mais ce que tu remarques, toi, c'est que plus tu avances dans ta carrière, plus tu décroches le poste que tu convoitais, que tu prends la parole en public, qu'on te donne une promotion au travail, tu remarques que ton syndrome de l'imposteur, il n'arrête pas d'exister, même qu'il est des fois amplifié. Puis, au lieu de prendre le temps de respirer et de célébrer tes accomplissements, la première chose que tu te dis, c'est quand est-ce que quelqu'un va venir te taper sur l'épaule pour te dire qu'il y avait une erreur, et en fait, t'étais jamais à ta place. Est-ce que c'est toi qui as un problème ou est-ce qu'on a mal interprété ce sentiment depuis le début? Selon une revue systématique publiée en 2020 dans le Journal of General Internal Medicine, jusqu'à 82% des personnes ressentent ce sentiment au moins une fois dans leur vie, et chez les femmes high achievers, ça ne disparaît pas avec le succès. Donc, si tu as tout essayé, que ce soit du journaling, des affirmations, parler devant ton miroir, et que tu remarques que rien fonctionne, c'est pas que quelque chose cloche chez toi, c'est juste qu'on t'a jamais appris à l'interpréter de la bonne manière. Ce sentiment fonctionne comme un détecteur et personne t'a appris à le lire. Et maintenant, la différence entre un signal qui capte une donnée de ton environnement et un signal qui est activé au vide, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui et qu'on va faire la différence. Donc, qu'il soit 8 heures du matin ou 8 heures du soir, attrape ta boisson préférée et plongeons dans le sujet. Si t'écoutes ambitionnel, je suis certaine que tu t'es déjà dit les phrases suivantes. Je mérite pas ma place ici, si je veux réussir, je dois me débarrasser de ce sentiment, et de toute façon, c'est seulement dans ma tête. Puis ces trois phrases-là, ils sont pas sorties de nulle part. C'est les phrases qu'on répète le plus lorsqu'on est victime du syndrome de l'imposteur, et au final, on finit par les intérioriser. Mais la chose aussi qui est très très négative par rapport à ces phrases-là, au-delà du fait que techniquement elles ne sont pas vraies, c'est le fait qu'elles te limitent. C'est que ça ajoute une deuxième couche de culpabilité. Parce qu'en plus que tu aies déjà un sentiment du syndrome de l'imposteur, ben en plus, si jamais tu n'arrives pas à passer par-dessus, que tu essaies plein de choses et que tu réalises que le sentiment est toujours là, ben ça fait en sorte qu'en plus, t'es pas capable de passer par-dessus et c'est un autre échec à surmonter. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je veux vraiment qu'on reframe comment on voit ça. Et la recherche en psychologie sociale démontre ça depuis les années 1970. On a un biais cognitif puissant qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, admettons, on va aller associer les comportements ou l'état d'une personne à ses dispositions internes plutôt qu'aux contraintes externes telles que son environnement. Puis pour les femmes, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que lorsque on va te demander à quoi est-ce que tu attribues ton succès, fort probablement que la première chose que tu vas dire, c'est que ben c'est grâce à mes parents, ma famille, mes amis, les personnes qui ont été là pour me supporter, mon système. Oui, naturellement, tu vas probablement dire tes efforts, mais majoritairement, ça va être à des conditions externes. Maintenant, lorsque tu regardes au contraire, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as vécu un échec, une erreur ou quoi que ce soit, on va être beaucoup plus rapide à l'associer à nous-mêmes, à nos compétences et qu'est-ce qu'on a fait ou n'a pas fait qui a donné ce résultat. Ça s'appelle le biais d'attribution genrée. Et ça, c'est aussi pourquoi, en tant que femme, on est beaucoup plus victime du syndrome de l'imposteur, parce que, en plus, on évolue dans un système qui n'est pas fait pour nous. Ton sentiment, il est réel, tu l'as pas inventé. C'est juste que l'interprétation qu'on t'a donnée pour le lire est fausse, et c'est exactement ce qu'on va aborder maintenant. Le concept du syndrome de l'imposteur a été documenté pour la première fois en 1978 par les psychologues cliniciennes Pauline Climes et Suzanne Imes. Elles ont remarqué que les femmes qu'on qualifie de high achievers avaient toutes deux choses en commun. La première, c'était qu'elles associaient leur succès à de la chance, au timing, à des conditions hors de leur contrôle ou à leurs efforts excessifs. Et la deuxième, c'était qu'elles évoluaient dans des milieux où elles étaient massivement minoritaires, autant académiquement que professionnellement. Puis même si les femmes aujourd'hui ont accès à plus d'espace qu'avant, c'est vrai qu'on a plus de diplômes d'études supérieures, il y a de plus en plus de femmes dans les milieux qui étaient considérés comme étant majoritairement masculins, ben il y a des barrières structurelles qui sont encore bien réelles et qui nous affectent encore aujourd'hui. Puis souvent, c'est ça aussi qui a été perdu dans les discours réguliers du syndrome de l'imposteur, c'est que ça n'a jamais été conçu pour décrire une réalité universelle. Ça a été conçu pour décrire ce que les femmes vivent spécifiquement lorsqu'elles évoluent dans des environnements qui n'ont pas été pensés pour elles. Maintenant qu'on a regardé certaines recherches par rapport au syndrome de l'imposteur, d'où ça vient, je vais t'expliquer pourquoi en fait ça a une capacité évolutive avant d'être un problème. Ton cerveau social passe son temps à se calibrer à ton groupe d'appartenance, donc c'est-à-dire les personnes qui t'entourent. Que t'en sois consciente ou non, tu lis en permanence les signaux associés au groupe qui déterminent qu'est-ce qui est attendu, valorisé ou marginalisé. Quand tu évolues dans un espace où tu as l'impression de ne pas correspondre aux critères, c'est là que ton système de science s'active. Qu'est-ce que c'est le système de science? Peut-être que tu m'as déjà entendu en parler dans d'autres épisodes, comme Pourquoi est-ce que t'ennuyer est la chose la plus productive que tu peux faire aujourd'hui, qui est l'épisode le plus récent. Si tu l'as pas écouté, va l'écouter. Mais essentiellement, ton système de science, c'est ce qui est responsable de déterminer sur quoi est-ce que tu vas donner ton attention et qu'est-ce qui devrait stand out dans ton environnement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le même système qui s'active lorsque tu vis de l'exclusion sociale. Et des études ont même démontré que le rejet social emprunte les mêmes circuits neuronaux dans ton cerveau que si jamais tu avais une douleur physique. Ton cerveau fait pas la différence entre j'ai mal aux pieds et je ne suis pas à ma place. Et le problème, c'est que ton système de science s'active dans deux situations qui peuvent paraître très similaires de l'extérieur, mais qui sont en fait très différentes. La première, c'est qu'il y a un vrai désalignement environnemental. Donc, soit il y a très peu de personnes qui te ressemblent dans le milieu où tu évolues, ou bien tu dois adopter des comportements qui sont pas naturels pour toi et que tu as l'impression de jouer un personnage à chaque fois que tu arrives au bureau. Ton détecteur capte une vraie donnée du contexte. Il pointe vers quelque chose de réel dans ton environnement, même si ça représente pas ta valeur intrinsèque. Et la deuxième, c'est le doute par comparaison. Tu te compares à ceux qui sont plus hauts que toi et donc tu te sous-estimes systématiquement. Sinon, tu as aussi le perfectionnisme intériorisé, donc si jamais t'es pas 110% parfaite, ça vaut même pas la peine d'essayer et tu mérites pas ta place et tu vaux rien. Ou une peur du jugement. Le sentiment est vraiment près du premier, mais sauf que cette fois-ci, ça se base sur absolument rien de concret comme donné dans ton environnement. Et ces deux situations-là donnent la même sensation et les deux sont entièrement valides, mais par contre, c'est juste qu'on va avoir des réponses opposées pour chacune d'entre elles. Puis c'est exactement ce qu'on va démystifier à l'instant. L'identité narrative que tu adoptes détermine les décisions que tu vas prendre au moment présent. C'est ce que le psychologue Dan McAdams a passé sa carrière à expliquer, que les humains agissent selon l'histoire qu'on se raconte par rapport à nous-mêmes. Donc on va prendre l'exemple que tu dis que tu as un défaut à corriger. Donc, fort probablement que si tu écoutes encore une fois ambitionnelle, tu es une personne qui veut devenir la meilleure version de toi-même, donc tu vas aller chercher les outils pour t'aider. Ça va être soit aller en thérapie, faire du journaling, travailler sur ta conscience de soi, les histoires que tu te racontes par rapport à toi-même, comme en ce moment. Mais le truc, c'est que dans ton arrière-pensée, tu gardes quand même l'identité de quelqu'un qui a quelque chose à changer et qui a quelque chose qui cloche chez toi. Donc, faire tout ce que tu fais en ce moment, c'est pas nécessairement négatif, c'est même très bien, mais c'est qu'on va devoir reframe la manière dont tu te perçois. Maintenant, si on chiffre ça et que tu es maintenant une femme qui te raconte que tu sais lire les données de ton environnement et tu les utilises pour prendre des décisions par rapport à la personne que tu veux être. Maintenant, le pouvoir retourne vers toi parce que tu vas aller observer ton environnement, tu vas trouver des alliés, tu vas documenter tes contributions, tu vas aller chercher du feedback. Tes actions changent précisément parce que ton récit change. Donc, au lieu de rester seulement à l'interne par rapport à toi, oui, c'est important de faire du journaling, oui, c'est important d'aller en thérapie, oui, c'est important de lire des livres, mais tu dois aussi prendre des actions concrètes de ton environnement. Parce que le syndrome de l'imposteur, ça part surtout de là. C'est que tu n'es pas capable de lire les bonnes données de ton environnement et c'est ça qu'on veut venir changer. Puis aussi, un truc que je veux vraiment mettre l'emphase dans cette vidéo, c'est que je veux pas que tu te convainques que ton sentiment est faux. Ça sert à rien de te répéter « je suis à ma place, je suis à ma place, je suis à ma place », alors que tu crois absolument zéro que tu l'es et tu es en train de douter de toi-même. Ça a été démontré que les affirmations positives fonctionnent seulement sur les personnes qui ont déjà un bon concept d'eux-mêmes et lorsque tu es dans un état de stress et de doute, lorsque tu ressens ton syndrome de l'imposteur, c'est pas le moment de le faire parce qu'en fait, ça va encore plus te dysréguler et ça va même augmenter ton sentiment d'anxiété parce que il y a trop une grande différence entre la personne que tu voudrais être et qui se répète cette affirmation et la personne que tu es en ce moment. Ton cerveau n'est pas capable de faire le lien entre comment est-ce que tu vas réellement te sentir à ta place. Ce que je te conseille de faire dans le moment présent, c'est de ne pas forcer à changer comment est-ce que tu te sens, mais plutôt reframe la manière dont tu vois la situation. Donc, au lieu de te dire « je ne suis pas à ma place », tu peux commencer à te dire « mon détecteur s'allume, qu'est-ce qu'il essaie de me dire en ce moment ?» Le premier, ça va te paralyser et le deuxième, ça va te mettre en mouvement parce que le pouvoir revient à toi. Et là, maintenant, je vais t'expliquer les 3 questions spécifiques à te poser lorsque tu ressens le syndrome de l'imposteur et que ton détecteur s'active. Maintenant, chacune des questions filtre un type d'information différent. L'ordre est important, donc change-le pas. La première question, c'est « Est-ce que je suis dans un espace où des personnes comme moi sont sous-représentées ou implicitement non attendues? » C'est la question contextuelle. Donc, c'est ici où est-ce que tu vas venir analyser ton environnement externe direct. Par exemple, qui prend le plus la parole pendant les meetings? Quelles sont les sources de citations qu'on utilise? À qui les codes non dits s'adressent, qui parle le plus, etc. Si tu observes ton environnement et que la réponse est oui, il y a des personnes qui sont sous-représentées ou qui sont implicitement non attendues, tu as une donnée extrêmement importante sur ton contexte. Puis, c'est extrêmement légitime que tu te sentes comme ça. On appelle ça la menace du stéréotype. Quand tu es consciente d'appartenir à un groupe qui est stéréotypé ou bien sous-représenté, c'est assez pour produire de l'anxiété de performance et dégrader tes résultats.
Maintenant, basé là-dessus, tu dois développer 3 compétences clés qui vont te servir dans tous les domaines, peu importe le moment dans ta vie. La première, c'est de rendre tes compétences visibles avec intention. Dans tous les espaces dans lesquels tu es, savoir nommer ta valeur sans attendre qu'on la devine est dans les compétences les plus importantes que tu puisses développer. T'apprends à dire ce que tu fais, à documenter tes résultats, à dire clairement et pleinement tes succès et surtout apprendre à advocate pour toi-même. La deuxième, c'est de te construire un cercle d'alliances de personnes qui te ressemblent et ou qui croient en toi. Ça peut être des mentors externes, ça peut être des femmes qui ont un poste équivalent au tien dans d'autres entreprises, ou bien des figures que tu admires de loin. Peu importe c'est qui, trouve tes personnes. Ça te permet d'avoir des points de vue qui sont aussi plus larges que les tiens et ça te permet de voir que ce que tu veux atteindre est définitivement possible. La troisième et la plus difficile, c'est ta capacité à déterminer si un environnement nourrit réellement ta croissance ou si tu lui donnes plus qu'il ne t'en donne en retour. T'es pas obligé de rester partout où est-ce que tu commences, t'as le droit d'évoluer, t'as le droit de te dire « Ah, ben je pensais que cette compagnie-là ou ce rôle-là était définitivement mon rêve, mais plus je suis dedans, plus je réalise qu'il y a une déconnexion entre qu'est-ce que je veux réellement, mes valeurs et où je suis en ce moment. » Puis ça, cette capacité-là à savoir lâcher prise et de walk away, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever et je pense que c'est dans les choses les plus importantes qu'on doit apprendre à faire dans la vie. La deuxième question, c'est « Ai-je une donnée objective qui contredit ce sentiment? » Donc, c'est la question qui te force à être vraiment analytique. Donc, que ce soit du feedback de tes collègues, des choses que tu as faites au travail que les gens t'ont félicité, les résultats mesurables, des témoignages de clients, peu importe quelle donnée vient contredire ce sentiment-là que tu as, écris-la sur une feuille de papier. Donc, ça peut être des trucs aussi banals que aussi, admettons, t'as emmené le café à ta collègue un matin puis elle t'a vraiment remercié puis elle a dit que t'as fait sa journée. Ça peut être aussi qu'admettons, t'as réussi à faire un rapport vraiment de dernière minute pour ta boss et que t'as super bien performé par la suite. Vraiment, peu importe c'est quoi tes succès, écris-les. Puis ensuite, pose-toi la question. Est-ce que ce que tu ressens en ce moment est aligné avec les données que tu viens de trouver? Ou est-ce qu'elle les contredit? Si tes données externes sont positives et que tu as quand même ton sentiment d'imposteur, ben ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement un signal de ton environnement, mais c'est plutôt un signal non fondé. Plus tu vas te pratiquer à avoir des données objectives et que tu te répètes que tu es une personne qui est capable, qui est compétente et que tu es capable de nommer tes accomplissements, plus ça va devenir un automatisme. Maintenant, quand ton doute est par rapport à ta perception de toi-même et non des données objectif de ton environnement, qu'est-ce qu'on fait? L'important, c'est de te faire un plan que tu vas suivre à la lettre, peu importe comment tu te sens. La confiance en soi, je vais le répéter encore et encore, mais c'est bâti sur le courage de prendre action. Si tu restes au même point, peu importe ce que tu te dis, ça va jamais rien changer. Donc, par exemple, ça peut être, si tu es dans une présentation, c'est pas le moment où tu vas être stressé où tu vas décider qu'est-ce que tu dois faire dans le moment présent. C'est la manière que tu as déterminée auparavant de comment est-ce que tu allais agir dans le moment où tu es stressé qui fait réellement la différence. Tu deviens quelqu'un qui est capable d'agir et de prendre des décisions, peu importe les circonstances. Et la dernière question, c'est dans quelle direction ce sentiment me guide-t-il? Le sentiment de l'imposteur, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si tu remarques, admettons, que ça va te pousser à devenir une meilleure version de toi-même, que ça te pousse à aller acquérir de nouvelles connaissances, de t'entraîner plus, de faire plus attention à toi, ça peut être un aspect positif au sentiment de l'imposteur parce que ça t'amène vers un niveau qui est bénéfique. Si c'est le cas, ça sert à ta croissance et ça fait un travail qui est utile. Si, à l'opposé, il te pousse à te retirer, à te garder petite, à accepter quelque chose que tu sais qui est pas au niveau de ta valeur ou à éviter des opportunités, là, c'est un syndrome de l'imposteur qui est négatif et qu'on doit changer. La chose à faire lorsque ça arrive, en fait, c'est de tester et d'essayer de faire la chose opposée que tu aurais envie de faire dans le moment. Donc, par exemple, si tu as envie de tout lâcher et de courir à l'autre bout de la pièce plutôt que de faire la présentation qui est devant toi, essaye de le reframe pour aussi te dire qu'est-ce que tu as gagné de faire cette présentation-là et de te dire je suis quelqu'un qui décide et qui prend action, peu importe mes peurs, peu importe ce qui se passe. Puis agir par rapport à ton syndrome de l'imposteur, ça prend du courage, mais c'est aussi qu'est-ce qui va tellement changer la game et toutes les opportunités qui s'offrent à toi, parce que plus tu le pratiques, plus tu vas être capable de saisir tout ce que tu mérites beaucoup plus facilement. Donc, ces 3 questions-là, ça t'aide en fait à reprendre le contrôle sur ton syndrome de l'imposteur, parce que comme on l'a vu au début de l'épisode, si t'es une femme qui se considère comme étant une high achiever, ça va jamais réellement disparaître, mais tu peux apprendre à l'adopter et apprendre à travailler avec pour le mieux. Ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est que ton sentiment d'imposteur fonctionne comme un détecteur et apprendre à le lire change complètement qu'est-ce que t'en fais.
Ça influence les opportunités que tu acceptes, les espaces que tu choisis, les risques que tu prends, mais surtout ta relation avec toi-même sur le long terme. La question que je te pose cette semaine, c'est la dernière fois que tu as ressenti le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'était plutôt une donnée par rapport à ton contexte de ton environnement ou est-ce que c'est un signal non fondé? Et sinon, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un pour qui ce serait bénéfique et à t'abonner parce que ça prend 30 secondes et ça me permet de continuer à t'amener des conversations comme celle-ci. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!